Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Tube, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Les ex-travailleurs de la neige, de la GEP, FNPJ et Anama étalent leur frustration. Ces agents qui courent derrière un an de salaire exigent leur redéploiement. Ils vont tenir en sit-in vendredi prochain devant les locaux du ministère de la Jeunesse. Affaire Chersidi Abayo, Dakar brise le silence. L'opposant gambien sera expulsé en France. Le Forum civil en phase avec Nafingom Keïta, le coordonnateur Mohamed Mbodj juge infondé des critiques formulées à son encontre. Pour Youssou Touré de l'APR, ses collègues ne comprennent toujours pas la démarche à suivre. Et puis en sport, CAN 2015, les Lions du Sénégal ont reçu des mains du chef de l'État le drapeau national. Des lions gonflés à bloc qui vont s'envoler demain matin au Maroc pour la préparation. À suivre en fin d'édition, le dossier économique du mardi qui porte sur le taux de croissance du Sénégal qui a connu une hausse pas directement profitable aux populations. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Les déclarations de patrimoine font les choux gras de la presse sénégalaise pour cause. Certains concernés à Astou se font toujours désirer à l'OFNAC. Cher Tidjane, la liste de leur patrimoine et leur justificatif toujours pas sur la table de la présidente de l'OFNAC. Pour Youssou Touré, la raison est simple. Certaines personnalités assujetties ne maîtrisent pas la démarche à suivre pour se conformer à la règle. Pour l'ancien ministre Aliou Sow, il n'y a pas d'excuse. Se conformer à la règle ou démissionner, Salimata Aoussey. Malgré l'ultimatum du président Macky Sall, des assujettis à la loi sur la déclaration de patrimoine tardent toujours à se conformer. Un des leurs impute la responsabilité à l'OFNAC qui a rejeté son dossier. La plupart des ministres ont déposé, nous avons tous déposé, mais vous déposez, on rejette pour des motifs que vous ignorez. Mais c'est ça aussi le problème. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à nous pencher sur un dossier avec des questionnaires qui n'en finissent pas. Et nous ne sommes pas formés pour cela, nous ne sommes pas formés pour répondre à certaines interpellations. Donc je crois qu'il faut du temps, il faut qu'on nous donne du temps pour qu'on puisse véritablement savoir ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. L'ancien ministre Aliou Sow pense que les récalcitrants doivent tout simplement démissionner. Mais là, c'est la loi qui est claire. Un délai a été donné. Je vous dis, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à sermonner, il n'y a pas à négocier. Tous les membres du gouvernement, toutes les autorités qui occupent des fonctions, qui les astreignent à devoir se soumettre à une telle obligation, bien entendu, doivent le faire, à défaut, doivent se démettre. Même en démissionnant, par refus de devoir déclarer le patrimoine, pour moi, l'État doit prendre des mesures pour voir réellement qu'est-ce qui se cache derrière. Interpellé sur la communication de la responsable de l'OFNAC, ces politiques apprécient diversement. Il faut qu'elle sache raison garder. Nous sommes des citoyens, nous avons certes, on nous a confié des responsabilités et nous sommes en train de faire ce qu'on nous demande de faire, sans bruit. Mais le fait véritablement d'interpeller publiquement des ministres, mais cela fait désordre. Nous sommes quand même dans une république organisée. Bien entendu. Mais si elle ne parle pas, si elle ne recadre pas le débat, si elle ne met pas la pression en prenant l'opinion à témoin, et même parfois le chef de l'État à témoin, mais on peut retourner tout cela contre elle-même. Il est évident, le devoir de réserve doit être observé. Les concernés sont exposés à de lourdes sanctions allant de la ponction sur salaire au limogeage. Le dernier mot revient au président de la République Macky Sall qui doit siffler la fin de la récréation. Et puis le coordonnateur du Forum civil vole au secours de Nafingom Keïta. La patronne de l'OFNAC, Mohamed Mbodj, juge infondé les critiques formulées à son encontre. Il estime par ailleurs que les assujettis sont toujours dans le délai légal. Il était l'invité de notre édition de 13h. Cher Tidjane, nous parlons toujours déclaration de patrimoine, sortie médiatique de la présidente de l'OFNAC, la communication de Nafingom loin de convaincre. Selon des Sénégalais
Sénégalais rencontrés, la présidente de l'OFNAC doit faire respecter la loi sur la déclaration de patrimoine ou interpeller le chef de l'État pour un éventuel limogeage. C'est un sujet signé Fatima Ba et Modou Diop. Elle fait la une de certains quotidiens depuis quelques jours. Nafi Ngom tient à avoir des déclarations de patrimoine. Ses nombreuses sorties jugées inutiles par Eliman Khan. C'est un travail sensible qui doit se faire, à mon sens, sur le plan technique, purement technique. Il y a la possibilité de faire des enquêtes, de recevoir des plaintes et de les traiter. Et je pense que le parler souvent comme ça, publiquement, n'arrange pas les choses. Et je pense qu'il faut tout simplement appliquer la loi qui a créé l'OFNAC, la loi qui a institué la déclaration de patrimoine et utiliser les moyens dont dispose l'OFNAC. Les Sénégalais rencontrés aussi pensent que Nafi Ngom devrait revoir sa manière de communiquer. Madame Nafi Ngom Keïta, elle parle beaucoup. Elle parle à tout bout de champ. Bon. Le président a donné un ultimatum aux ministres pour faire, enfin aux concernés pour faire la déclaration. Jusqu'à présent, ils déjà n'ont pas fait la déclaration. Je crois que la loi, elle est là pour tout le monde. Vous faites votre déclaration, c'est bon, vous ne la faites pas, la loi, elle s'applique à vous. L'ultimatum donné par le chef de l'État est arrivé à son terme, mais selon Ndiaga Mbengue, cet exercice n'est pas du tout facile, mais une chose est sûre. Ils sont conscients. L'essentiel, c'est que de leur donner le temps de pouvoir peaufiner tout ça et venir le déposer. Parce qu'il ne peut pas se réveiller pour dire que oui, j'ai fait ma déclaration. Parce que sa déclaration dénote à des cadres juridiques et tout ça. Ce qui fait que il faut qu'on leur donne le temps. La déclaration de patrimoine, une loi votée à l'Assemblée nationale, Nafi Ngom dispose de prérogatives lui permettant de faire respecter cette loi. Au pire des cas, le chef de l'État saisi peut limoger la personne concernée. Je pense qu'au niveau de la communication, il faut bien qu'un travail soit fait au sein de l'OFNAC, que la responsable ait moins de sorties et qu'elle utilise le pouvoir qu'elle a. Procès Karim Wade, de 4 témoins se sont succédés à la barre, notamment Maître Fatima Mballo, Maître Bintou Thiam et les notaires Hassan Djanko et Ibrahim Wade, respectivement anciens DG des impôts et domaines et directeurs des domaines entre 2002 et 2006. Leur audition ont porté pour les notaires sur la constitution de la société Hardstand Sénégal et la vente d'un terrain situé sur la Corniche Ouest. Pour les agents des impôts et domaines, c'est sur un bail appartenant à l'État cédé à un tiers en échange à un site abritant les locaux du service des impôts et domaines de Rufisque. Les témoins ont tous confirmé leur déclaration faite devant la commission d'instruction. Ils déclarent en outre n'avoir jamais eu à traiter avec Karim Wade d'un quelconque dossier. L'audience se poursuit ce mercredi. Alicine Taïbou Ndiaye et Maître Tamaro Seydi vont se présenter à la barre. Fait insolite au cours de l'audience, la présence d'une petite souris qui a tout perturbé et qui a suscité beaucoup de commentaires, cher Tidiane. Je vous le disais en sommaire, le gouvernement du Sénégal brise le silence suite à l'arrestation de l'opposant gambien Cheikh Sidia Bayo. Le ministre de l'Intérieur sans gants sur l'affaire Cheikh Sidia Bayo. Il n'a pas voulu se conformer aux règles. Il a été arrêté et sera expulsé en France. Abdoulaye Daouda Diallo l'a déclaré au micro de Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Thierno Laurent Mendy. À quelque temps, donc nous l'avions interpellé suite à des difficultés constatées avec des Gambiens. Donc on lui avait intimé l'ordre d'arrêter ça et s'il était engagé, lui-même il s'était engagé justement donc à le respecter, à défaut de quoi il serait sous la mesure, donc sous le coup d'une mesure d'expulsion. Malheureusement, il a transgressé et sur cela, nous avons pris une mesure administrative normale qui est celle-là d'expulser quelqu'un qui ne serait pas, en tout cas, dans une situation de retenue, dans une situation tout simplement d'exercice d'une activité acceptée dans un pays. Ben oui, il sera expulsé en France. Un an sans salaire, 140 millions de francs CFA dus aux banques. Les ex-agents de l'ANEJ, de l'AGEP, du FNPJ et de l'ANAMA attendent toujours leur redéploiement. Ces travailleurs prévoient en sit-in le 9 janvier prochain devant les locaux du ministère de la Jeunesse. Une date qui coïncide avec le jour de leur licenciement il y a un an. Ils étaient en assemblée générale ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. 227 travailleurs des agences dissoutes au départ. Parmi eux, seuls 27 ont été repris par l'État.
Aujourd'hui, les agents restants exigent leur redéploiement. Quand on nous dit que le dossier est réglé alors qu'ils n'ont repris que 27 agents sur 227, nous disons que c'est de la foutaise. Le gouvernement dialogue avec nous dans la rue. Nous avons toujours demandé une commission pour discuter autour du redéploiement des agents. Une indemnisation avec des modalités bien définies et un grand soutien de la CNTS réclament les victimes de cette déflation. Nous devons pas moins de 140 millions. À la CNTS, nous leur reprochons leur passivité à travers ce dossier-là. Et nous demandons tout simplement aux camarades Mody Guiro, à qui nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'estime, de prendre ce dossier en main. 140 millions de prêts contractés dans les banques, l'état de grâce est terminé. La lutte reprend le 9 janvier par un grand rassemblement. Quand on dit qu'on a réglé la situation financière des agents, alors que la majorité des agents restent devoir de l'argent aux banques, au minimum il y a 148 millions que nous devons aux banques, nous disons que cette situation est loin d'être réglée. Le 9 janvier, ça fera 1 an que nous sommes licenciés. Nous allons tout simplement faire un sitting devant le ministère de la Jeunesse. Le 9 janvier, à 10h, nous nous rassemblerons devant le ministère de la Jeunesse. Ces travailleurs ne comptent pas reculer. Interdiction de mobiliser ou pas, ils sont déterminés à dénoncer ce qu'ils appellent injustice. Ces ex-travailleurs de ces agences dissoutes commencent à perdre patience. Trop de lenteur dans le traitement de leurs dossiers pour les ex-agents. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal traîne encore les pieds, ne confondant pas vitesse et précipitation, semble dire Martha Dabo, porte-parole de la centrale syndicale. Il appelle les ex-agents au calme. Pour lui, le dossier est en bonne voie. Il s'exprime au micro de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Règlement du dossier change de cap. Parce que le dossier aujourd'hui, son règlement est politique. Parce que sur le plan légal, la CNTS a accompagné les travailleurs jusqu'à ce que leurs droits soient payés. Mais nous savons que le préjudice est énorme, dépasse de très loin les droits qui ont été payés à ces agents. L'État a payé les droits des agents, les droits légaux. Maintenant, l'autre combat qu'on mène, c'est un combat politique qui est piloté par le secrétaire général Mody Guiro. Et à ce niveau, puisque le secrétaire général Mody Guiro s'adresse au président Macky Sall, qui lui a promis que tous les agents seront redéployés. Donc ce combat politique n'est pas un combat de la rue. Orientation des nouveaux bacheliers, la tension baisse à la faculté de médecine. Elle respire mieux avec le départ de 455 nouveaux bacheliers. Et l'orientation des 1100 nouveaux bacheliers constituait une erreur de la part de l'ancien secrétaire général de la faculté de médecine. Tout est rentré dans l'ordre selon le recteur. C'est un sujet signé Aïssatou Païfal et Abdou Karim Diop. 45 bacheliers qui sont orientés à la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie. C'est ce qu'a fait savoir le recteur de l'université de Dakar après la discordance notée sur les chiffres avancés sur la liste initiale, à savoir 1100 bacheliers. Le doyen de la faculté de médecine a transmis au secrétaire général du rectorat le chiffre de 645 étudiants. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau du secrétariat général qui a transmis le chiffre de 1100 étudiants. Le dysfonctionnement venait du rectorat et en particulier de son secrétariat général. Des solutions ont été finalement trouvées, des équivoques levés à la suite de concertations entre les différentes parties. De discussions très longues, nous sommes arrivés à une solution, qui est de dire qu'en médecine, nous allons envoyer 350 bacheliers comme demandé, en pharmacie 250 comme demandé, 45 en chirurgie dentaire qui étaient affectés déjà. Donc il n'y a pas eu de changement en chirurgie dentaire. Le président de l'association des étudiants en médecine estime que ce nombre d'étudiants permettra à la faculté de conserver un label de qualité. Il y a eu une diminution par rapport aux 1100 qui étaient orientés. Normalement, la faculté de médecine peut accueillir que 600 étudiants dans les normes.
Vous m'avez trouvé présentement sur mon lieu de stage cette matinée. C'est pareil pour tous les étudiants de la faculté de médecine. On a besoin de faire les cours et les stages. Avec un nom pareil, l'encadrement, la formation ne suivra pas. 112 bacheliers ne se sont pas inscrits à la faculté de médecine. Les 333 restants ont été recasés au collège Saint-Christopher Iba Mar Diop. Ces derniers seront totalement pris en charge par l'État. Aïssatou Païfal, merci. La modernisation des daras, un projet qui suscite des interrogations. Et Mme Matargué a du mal à comprendre la non-implication des maîtres coraniques dans la mise en place de la réforme. Une tournée du ministre de l'Éducation dans les familles religieuses en omettant les maîtres coraniques anormales pour le vice-président de l'ONG Jamra. Les daras, une modernisation et beaucoup de frustration. Aminata Mbaresso. Le projet de modernisation des daras fait polémique. Ceux qui se considèrent véritables acteurs dénoncent leur mise à l'écart dans les réflexions. Ce nouveau régime a donc eu l'idée de procéder à un montage financier en partenariat avec une institution internationale financière, la Banque islamique de développement. Ils ont pu mobiliser près de 10 milliards. Mais qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a fait pour la mise en œuvre? Il est allé faire le tour des autorités religieuses, précisément des khalifes généraux. C'est très bien, mais les khalifes généraux, ce sont des autorités morales de la communauté musulmane sénégalaise. Parce que les véritables acteurs des écoles coraniques, ce sont les maîtres coraniques eux-mêmes. Matar Gueye de l'ONG Jamra se veut clair. Pour lui, la réussite de cette idée doit passer par une concertation avec les maîtres coraniques. Il faut éviter d'imposer à des corporations des réformes pour lesquelles elles n'ont pas été associées à la réflexion. Alors, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous proposons au gouvernement d'organiser un séminaire de dimension nationale et d'y impliquer tous les acteurs concernés, sans oublier naturellement d'y associer les structures et les organisations non gouvernementales d'obédience religieuse qui, elles, pilotent des daras depuis des décennies, des daras où les talibés ne font pas de la mendicité. Joint au téléphone pour donner son avis sur la question, l'inspecteur chargé du projet d'appui à la modernisation des daras dit ne pas vouloir se prononcer pour le moment. Il indique qu'il vient juste de prendre fonction. Aminata Mbaresso, 16 et 17 janvier, la famille omarienne célèbre sa ziara annuelle, cher Tidjane. Et toutes les mesures sont prises pour la réussite de la ziara. C'est ce qui est ressorti de la rencontre de réunion, lors de cette réunion donc de préparation au ministère de l'Intérieur. Compte rendu signé Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Thierno Laurent Mendy. Par la prière, ils ont démarré cette réunion pour préparer la ziara annuelle de la famille omarienne. Une occasion saisie par la famille omarienne pour faire part de ses doléances. Nous souhaitons un approvisionnement suffisant en eau le jour de la ziara et même le renforcement de la sécurité. Du côté des services concernés, toutes les mesures sont prises pour marquer d'une pierre blanche la ziara. Il y aura un détachement des éléments du groupement mobile d'intervention. Nous ferons tout pour que la sécurité soit au rendez-vous. Non seulement on va mettre hors délestage, mais on mettra en place deux groupes de secours, un au niveau de la maison du calife et au niveau du stade aussi. Un dynamisme longuement magnifié par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Tout ce qui doit être mis en œuvre pour la réussite de cet événement le sera, Inch'Allah. On s'est tous engagés à cela. C'est l'occasion bien évidemment aussi de féliciter les autorités administratives, notamment le gouverneur et ses collaborateurs, tous les chefs de service de la région, les autorités de la ville, le maire je veux dire, mais aussi le comité d'organisation, justement donc de leur disponibilité et de tout ce qu'ils ont eu à faire effectivement pour nous aider donc à faciliter les préparatifs de cet événement. Les 16 et 17 janvier se tiendra la ziara annuelle de la famille omarienne à Louga. Dans cette réunion de préparation, des prières ont été formulées à l'endroit de tous ceux qui se sont investis pour que ce grand événement religieux soit une réussite. Vous en avez certainement entendu parler des cas de vol récurrents rencontrés, notés dans les structures sanitaires du Sénégal, un laxisme loin de plaire aux populations. Un comportement incompréhensible pour beaucoup. Comment peut-on profiter de la situation d'une personne en détresse ou décédée? Pour beaucoup de personnes interrogées, un changement de comportement s'impose. Pape Nderifal.
Le laxisme dans les structures sanitaires, un problème réel. Récemment, un vol de bijoux d'une femme décédée à Pikine a été constaté. Ces patients, rencontrés à l'hôpital Fann, dénoncent ce comportement. Je fustige vraiment le comportement de cette femme de ménage. Ce n'est ni beau à voir ni à entendre. C'est une mauvaise attitude venant de musulmans. Chacun doit préserver l'honneur de son prochain. Cette technicienne de surface se dit meurtrie et condamne fermement le geste de sa collègue. Cela nous a vraiment fait du mal parce que des années durant, nous sommes dans ce métier. Nous voyons tous les jours des bijoux et de l'argent, mais on n'y touche pas. Une tolérance excessive, ces citoyens se désolent. Ils appellent les agents des établissements de santé à redoubler d'efforts et avoir plus de retenue. Pape Nderi Fall, la page internationale nous mène en Gambie et a jamais menace de se débarrasser jusqu'au dernier des meneurs de l'attaque au Nigeria. Boko Haram avance sur les frontières des pays voisins et pour terminer en Turquie, décès d'un policier blessé dans un attentat suicide. Page signée Modigay. Le chef de l'État gambien Yaya Jammeh a déclaré vouloir faire un exemple après l'attaque du 30 décembre contre son palais présidentiel à Banjul. Il promet de se débarrasser des assaillants un par un jusqu'au dernier. Lors des précédentes tentatives de coup d'État, on m'a demandé de faire preuve de clémence. Cette fois-ci, c'est œil pour œil, a déclaré Michel Jammeh devant ses partisans rassemblés près du palais dans la nuit du lundi au mardi. Le groupe islamique nigérian Boko Haram menace désormais les frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun, faisant craindre un embrassement régional après une nouvelle victoire stratégique sur les rives du lac de Tchad dans le nord-est du Nigeria. Pour rappel, Boko Haram, qui a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle, s'est emparé facilement le week-end dernier d'une importante base militaire située à l'entrée de la ville stratégique de Banga, le grand carrefour agricole et commercial du nord-est du Nigeria. Turquie, un policier blessé mardi lors d'un attentat suicide commis par une femme contre un poste de police du quartier touristique de Sultanahmet à Istanbul est décédé de ses blessures à l'hôpital. Un autre policier a été plus légèrement blessé lors de cet attentat commis par une femme non identifiée qui a fait exploser une ceinture d'explosifs. La page des sports que nous démarrons avec du football. Les Lions du Sénégal qui ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. Des Lions gonflés à bloc puisque le président Macky Sall annonce une prime de 30 millions de francs CFA en cas de victoire finale. Eh bien, nos reporters Younous Diatta et Pape Faraning étaient présents. En route vers la CAN 2015, le président de la République a effectué la traditionnelle remise du drapeau national au capitaine des Lions du football, le gardien de but Bounou Koundoul. Lors de cette cérémonie, Macky Sall annonce des primes exceptionnelles pour la victoire finale. Pour rapporter la coupe, chaque joueur devrait bénéficier au moins de 30 millions de francs CFA. C'est le minimum indépendamment bien sûr des primes obtenues au cours du championnat. D'ores et déjà, j'ai instruit le gouvernement pour que toutes les dispositions utiles et nécessaires soient prises pour vous mettre dans des conditions optimales de préparation et de participation à cette CAN. Très conscient de l'attente des Sénégalais par rapport à cette CAN, les Lions promettent de mouiller le maillot. Il y aura 16 équipes. Chacun va venir là-bas croire qu'il va gagner la coupe. Mais que le meilleur gagne. Et je crois qu'on est parmi les meilleurs. Et on a tous les atouts. Donc en quittant ici, on a beaucoup de confiance et Inch'Allah, on fera nos mieux. Le président n'a pas manqué de féliciter les Lions pour les efforts consentis et le travail remarquable du staff technique. Je voudrais vraiment saluer notre entraîneur national pour son engagement. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais je pense qu'il fait un excellent travail. Je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre belle et brillante qualification à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus que confiant, le ministre conseiller Youssou Ndour estime que c'est l'occasion ou jamais de ramener la Coupe. Il faut un peu de tout pour gagner
une Coupe d'Afrique. Et là, c'est l'occasion ou jamais et je pense qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, l'occasion là qu'on a eue aujourd'hui, on a tous senti quelque chose. Le 12e Gaïndé a donné un avant-goût avant Mongomo pour pousser les Lions à la victoire finale. Restons toujours au palais avec les joueurs qui sont déterminés à faire une bonne compétition. Je propose d'écouter Pape Demba Camara, Papi Cissé et Cheikhou Kouyaté, tous au micro de Pape Faragning et Younous Diatta. C'est le plaisir de recevoir le drapeau dans les mains du chef de l'État. Après, pour nous, c'est une challenge parce qu'il nous a bien parlé. Après, c'est à nous de répondre à ces messages sur le terrain. Là, on est en phase de préparation. Pour le moment, on prépare notre match contre le Gabon. Après la CAN, c'est bientôt. On y va aller tout doucement pour le moment. On est déjà en attaque depuis la qualification. Parce qu'on sait bien qu'on attend beaucoup de nous. Pas parce que voilà, ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas gagné la coupe ou ne s'est même pas qualifié. Maintenant, ce discours du président nous a motivés, nous a vraiment motivés de faire quelque chose de bien là-bas. Et Inch'Allah, on redoute d'efforts, mais Inch'Allah, on va multiplier ça. Du bonheur, fierté, et avec beaucoup de plaisir de recevoir le drapeau parce que c'est le drapeau national, c'est la clé de notre pays. Donc, Et revenez-nous, la coupe pleine après le foot, parlons basket. Pikine Basket Club, un grenier de talent qui, dans le long terme, risque d'avoir du mal à renouveler sa moisson. Plusieurs joueurs formés aujourd'hui dans l'élite, accès à la première division pour ces filles, des avancées et beaucoup de difficultés qui plombent ce joyau de la banlieue. Visité pour vous par Fab Faragning et Younous Diatta. Le basket relégué au second plan à Pékin, et pourtant cette discipline enregistre des résultats positifs avec une accession en première division chez les filles. Mais le centre de Pékin Basket Club rencontre d'énormes difficultés. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de blouson, les joueurs n'ont pas de chaussures, vraiment on n'a pas de maillot. Actuellement, là, au moment où je parle, on aimerait bien que le maire et la population de Pékin vraiment nous viennent nous soutenir. Des blousons, des maillots, des chaussures, etc. Pour les ballons, on peut dire que c'est la première difficulté ici. C'est seulement les ballons, on peut dire des matériels comme les polos pour les entraînements comme ça. Mal équipé et ne reçoit aucune aide, le centre forme plus de 500 jeunes. Il est devenu le grenier des clubs. On a formé pas mal de joueuses. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais pratiquement, on sort pratiquement chaque année soit de bons joueurs. On avait des joueuses en équipe nationale pour l'année passée, en U18 et en U20, qui ont participé au championnat d'Afrique, qui ont participé même au championnat du monde de basket, qui s'est passé, je pensais, c'était à Lituanie. Bon, actuellement, ce sont ces joueuses-là qui sont là avec moi. Malgré les difficultés, l'équipe ambitionne de rester en première division pour titiller les grands. Tout le monde là derrière moi, c'est des gars qui ont l'amour de ce qu'ils font. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est que les Pikinois et la population de Pékin nous viennent en aide. Parce qu'on veut vraiment rester en élite. On veut vraiment maintenir l'équipe senior filles en première division pour cette année. Au-delà des problèmes énumérés, Pékin Basket Club s'entraîne sur un terrain peu praticable. Malgré cela, le centre a formé beaucoup de joueurs qui sont actuellement dans l'élite. Fin de la page des sports. Dossier du jour, zoom sur le taux de croissance de notre pays en 2014, 4,5%. Les économistes apprécient. Le taux de croissance ne profite pas aux Sénégalais lambda. Maïssa Babou, économiste, prône l'économie inclusive. C'est un dossier signé Dissa Prera et Mardien. 4,5%, c'est le taux de croissance atteint par le Sénégal en 2014, un taux jamais atteint depuis 2005, une prouesse liée principalement à la crise mondiale, crise à laquelle notre pays a échappé. De 2005 vers les années 2008-2009, le monde était en crise. Les pays africains étaient un peu épargnés parce que ces pays-là ne sont pas très intégrés dans l'économie mondiale.
ce qui a fait que des pays ont eu quand même des taux même de 3-4%, ce que les pays européens n'ont pas. Le pays a fait d'importants bonds dans l'amélioration du climat des affaires et une nette relance du secteur secondaire, mais ce taux reste défavorable pour le citoyen lambda selon l'économiste. Peut-être les industries extractives comme les phosphates et les ciments, mais aussi les services de multinationales comme les banques, les téléphones, en fait toutes choses qui font que en fait, cette croissance-là est finalement une croissance de grands groupes qui répatrient le bénéfice et qui donc ne profitent pas aux Sénégalais lambda. En perspective, l'État espère atteindre un taux de croissance de 6 à 8% entre 2015 et 2017, mais M. Babou pense que le concept d'économie inclusive est un bon moyen d'y arriver, mais aussi de retenir les plus-values au Sénégal. Le président de la République a lancé lors de ses derniers messages, depuis l'année dernière d'ailleurs, un concept que moi j'aime, c'est le concept d'une économie inclusive. Cela tient à un peu revenir au concept d'une économie de masse, c'est-à-dire qui allie la production locale sur le plan primaire et une transformation locale avec une technologie locale pour une consommation locale. 2035, c'est l'année que se fixe le Sénégal pour devenir un pays émergent, une émergence qui viendra sans doute du fameux plan Sénégal émergent. Lisa Prera, merci. C'est la fin de ce journal. Merci à Sombentio. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. Très bonne Prochain soirée. rendez-vous pour l'information. Ce sera 0h avec le tout en